Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Inspire de la Women's Society. Je m'appelle Agathe, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Oui, je vous l'avoue, c'est très cliché. Bref, que l'on soit célibataire, en couple, marié, divorcé, gay, hétéro, trans, juive, musulmane, sans religion précise, désirant une équipe de foot pour enfants ou être fier de ne pas en vouloir, nous restons toutes des femmes, avec nos problèmes d'hormones, d'image, d'estime de soi, face à notre entourage, face aux diktats de la société, à l'éducation que nous avons reçue ou pire encore face à nous-mêmes. Je recevrai 2 fois par mois des femmes dynamisantes et inspirantes et aussi parfois des hommes qui parleront bien sûr des femmes pour des sujets de tous bords et sans tabou. Des femmes envers lesquelles j'espère que vous pourrez vous identifier pour vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle au quotidien. Dans mon cœur, doucement. C'est à Neuilly-sur-Seine et plus particulièrement au Neuilly Lab que Stéphanie de Surmont me reçoit pour me parler de son nouveau projet. En effet, après 25 ans au poste de commerciale dans des maisons de mode dans le luxe, elle subit une crise de la 48e, comme elle aime à le dire, et décide de tout quitter pour donner du sens à son activité. Après avoir voyagé à travers le monde pour son travail, elle décide de retourner à ses racines françaises, notamment pour son artisanat et son patrimoine, qui sont, selon elle, des atouts extraordinaires qu'il est important de promouvoir durant cette période d'instabilité économique mondiale. Elle met donc en avant l'artisanat français via une plateforme e-commerce qui verra le jour d'ici septembre. C'est donc à 48 ans que Stéphanie décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et elle est très loin de regretter cette décision. Je lui ai demandé aussi quelle était la vie de salariée combinée à une vie de maman et à l'éducation de ses enfants et elle m'a répondu avec une grande sincérité que c'était très très difficile. Je lui laisse donc la parole avec plein de choses extrêmement honnêtes et qui prennent tout son sens au vu de ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est parti. Salut Stéphanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Oui. Très très bien. T'es détendue En ou pas? mode start-upeuse. Ouais, génial. En plus, on est dans un super open space de start-upers à Neuilly. Hyper sympa. Donc, tout va bien. Il fait beau aujourd'hui. On est là pour parler un peu de toi en tant que femme, de toi en tant qu'entrepreneuse, que nouvelle entrepreneuse. Et j'aimerais que tu me racontes un peu... D'abord ce que tu fais, tiens maintenant. D'abord ce que tu fais, puis après on parlera de comment tu y es venue. Ok. Alors moi j'ai décidé il y a quelques mois déjà de m'occuper d'un projet professionnel un peu plus éthique. Et tu comprendras pourquoi après. Oui, tout à fait. Donc j'ai bien étudié les grandes pépites, on va dire, de la France, et je me suis rendu compte que les artisans étaient d'abord les premiers employeurs de France, et en plus avec des savoir-faire parfois familiaux qu'ils ont récupérés de leur famille, de leur environnement, de leur village. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Donc j'ai essayé de trouver des synergies avec mon passé professionnel, et je me suis dit pourquoi pas les aider à promouvoir leur création pour la France, mais aussi pour l'international, dans l'objectif de créer une plateforme e-commerce de vente en ligne. Ok, d'accord. Et il y a quelque chose qui a fait dans ton quotidien que tu t'es dit d'un coup, tiens, je vais faire ça. Donner du sens à sa vie professionnelle. C'est vraiment ça que je me suis dit dans ma tête. D'accord. Trouver un projet qui soit en adéquation aussi avec la situation de la France au niveau économique, au niveau mondial, de trouver une offre qui soit un peu différente aussi de ce que les allées LVMH, les allées Kering et les allées Richemont
offre en termes de produits et de vitrines à l'international. Et j'avais envie d'ajouter vraiment ces métiers d'art qui sont des horlogers, mais aussi des céramistes, des ferronniers, des chapeliers. Enfin, il y a un large panel d'artisans qui font, on va dire, 80% de leur fabrication à la main et qui sont aidés par, évidemment, des machines qui sont souvent historiques et qu'ils ont récupérées de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents. Donc, je trouve ça assez loyal de présenter ces savoir-faire. Et donc, personne ne le fait en ce moment ? Il y a des sites qui présentent des céramistes, il y a d'autres sites qui présentent toutes sortes de métiers d'art, mais j'avais envie de présenter déjà des métiers d'art premium, donc sur le haut de gamme, et j'ai envie aussi de mettre en valeur l'art de vivre à la française. Donc quand on parle de l'art de vivre à la française, c'est nos qualités d'épicuriens, de bons vivants autour d'une grande table, très nombreux à table, souvent avec de la famille, des amis, et ça n'existe pas, de présenter l'art de vivre à la française sur un site de e-commerce. Donc quand je parle d'art de la table, je parle aussi de linge de maison, mais aussi de bien-être, tout simplement. Voilà. Mais je ne ferai pas dans l'alimentaire et le vin, malgré tout, même pour si l'instant, on peut pas parler d'épicurien sans vin. Oui, mais pour l'instant. Mais voilà. D'accord. Ouais. Alors, comment t'en es venue à faire ça ? Quel est ton parcours perso, pro ? Alors, le moi, cheminement. J'ai fait une école de commerce il y a longtemps maintenant. J'ai travaillé dans beaucoup de maisons de luxe ou de mode en tant que directrice commerciale, directrice des ventes. J'ai démarré en commercial tout simple. Et toujours pour des maisons de luxe qui fabriquaient pas toujours en France du prêt-à-porter ou des accessoires. Et j'ai fait ma grosse crise de la 48aine, où là je me suis posé vraiment la question de est-ce que ce métier me convient, est-ce que ce métier m'apporte culturellement quelque chose, est-ce que je rends service à quelqu'un en le faisant. Et j'en suis arrivée à la conclusion que non, en fait, je n'apporte pas grand-chose à part manager une équipe, mais c'était pas toujours le cas en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Et puis, il faut savoir que le rôle du commercial dans l'entreprise, et ça, je pense que ça peut intéresser vos auditeurs qui sont dans la mode et peut-être dans d'autres métiers, c'est que les commerciaux dans la mode ont vraiment perdu en prestige. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai démarré dans ce métier il y a 25 ans, on était les stars internationales. On était celles qui faisaient le chiffre d'affaires de la maison. Et puis, petit à petit, est arrivé la balance est un peu inversée, c'est-à-dire que le marketing, la communication, le studio ont pris beaucoup plus d'ampleur et en fait on vend beaucoup plus une marque maintenant qu'il y a 20 ans où on vendait plus un produit, une collection, un assortiment et le commercial était très écouté. À l'heure actuelle dans la mode, si vous n'êtes pas dans le studio et pas dans la communication, vous n'êtes pas toujours écouté. Et donc tu trouvais que ça manquait de considération à la fin ? Ça manquait beaucoup de considération. J'avais, comme dans toutes les maisons pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours eu l'habitude de faire des reportings sur les collections. Et je pense qu'ils n'étaient pas lus, très honnêtement. Donc comme ça, c'est simple. Et puis, ce métier de la mode, il est très attractif de l'extérieur. Et quand on est à l'intérieur, on découvre les failles qui, je pense, sont existantes dans tous les métiers. Mais les failles dans ce métier, c'est le manque de management. Les managers sont pas des managers structurés. En tout cas, c'est très rare de trouver un bon manager. Et l'épanouissement personnel d'un salarié, c'est souvent la qualité de son manager. Et donc, j'invite tous ceux qui travaillent dans ce métier à sélectionner leur manager. Maintenant, on sait qui sont les bons et qui sont les mauvais, donc on peut les renseigner. Donc, tu as commencé à travailler à quel âge ? J'ai commencé à travailler à 21 ans. Je suis partie à Hong Kong. Mmh. J'avais envie de faire mes preuves, ou en tout cas de
de voyager, j'avais envie de découvrir des nouveaux marchés, de voir pourquoi ça allait beaucoup plus vite là-bas. Et à l'époque, j'étais donc célibataire pour partir seule à 21 ans avec une famille un peu regardante. J'ai trouvé Hong Kong était très safe et qui était encore anglais à l'époque. Donc il y avait aucun danger, on pouvait se balader à n'importe quelle heure seule dans la rue, personne ne venait vous ennuyer. Et j'ai eu la chance de travailler pour Lanvin d'abord et Benetton ensuite, et avec des responsabilités qui étaient bien supérieures à ce qu'on m'aurait proposé à Paris. Sans aucun doute, à l'âge que j'avais. L'âge n'avait pas d'importance, en fait, à Hong Kong à l'époque. D'accord. Aucune importance. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À quel âge tu as eu tes enfants? Tu t'es mariée, tout ça? Alors, je suis restée que 3 ans à Hong Kong, parce que c'est vrai qu'après, j'avais envie de retrouver ma famille, ce qui est assez normal, mes parents. Et je suis retournée à Paris, j'ai retrouvé mon petit ami de avant mon départ, qui était à nouveau célibataire, et je me suis mariée avec lui. Voilà, il t'avait attendu, quoi. Je me suis dit, bon, il est bien capable d'attendre 3 ans, il sera bien capable de tenir la route. Toute la vie. Et on a eu 2 garçons, qui ont maintenant 19 et 21 ans. Alors, j'imagine que tu avais donc un boulot avec de grosses responsabilités. Comment on gère le fait d'être mère de famille? Femme aussi, il faut aussi gérer son mari. Au quotidien, comment tu l'as perçu avec du recul? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Tiens. Je vais être très honnête. Mal. D'accord. Mal. C'est-à-dire que quand je suis un mois à Milan pour les collections, que je fais ensuite 15 jours à New York et que je rate les 1 an de mon premier fils. D'accord. Et que j'ai la boule au ventre parce que je culpabilise à mort et en même temps je peux pas faire autrement parce que j'ai des comptes à rendre et que c'est le chiffre d'affaires d'une maison, en tout cas sur la saison. Je ne peux pas faire l'aller-retour pour les 1 an, en tout cas pas à ce moment-là. Je l'aurais fait avec un peu plus d'expérience, mais j'aurais jamais osé demander à cette époque-là. Donc oui, mal. On le vit mal, on voyage, on est obligé d'appeler nos enfants, même parfois à l'heure où ils se réveillent, avec le décalage horaire, pour savoir comment ils vont. Et moi, j'ai vécu aussi la période où le téléphone, on n'avait pas forcément accès à des visios toutes les 2 secondes. Bah oui, il n'y avait pas forcément Internet partout et tout ça. C'était perturbant pour les enfants. Et je le sentais. Et en plus, c'est 2 garçons qui sont hyper agités. Donc, je sentais que je ratais une partie de ma vie. Donc, j'ai essayé un petit peu d'adapter mes postes en fonction du stress et des voyages. Et j'avais réussi à trouver un peu un compromis. Mais c'est sûr que psychologiquement, c'est compliqué. On a, en sortant d'école de commerce, on vous dit toute la journée, vous êtes les meilleurs, vous allez réussir, vous allez faire une belle carrière. Donc vous êtes gonflé à bloc et puis on oublie simplement de vous dire que quand on a des enfants, il faut s'en occuper un petit peu. Donc évidemment, vos parents, vos oncles, vos tantes sont là pour vous le dire. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais en tête effectivement que toutes ces femmes réussissaient et que personne ne se plaignait, donc je pouvais faire pareil. Eh bien, je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'il faut s'adapter aussi au caractère des enfants. Quand ils ont vraiment besoin, on voit bien qu'ils ont besoin. Bien ils sûr, sont agités ou ils sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Et il faut adapter sa carrière à ça. Après, quand on est jeune et qu'on veut faire un choix de profession, moi je dis toujours, choisissez de préférence soit l'entrepreneuriat, soit des professions libérales, parce que vous pouvez organiser votre agenda, vous pouvez organiser votre temps et vous libérer une après-midi s'il faut aller voir votre fils qui fait une pièce de théâtre. Et dans un cadre de structure, dans une grosse structure, c'est pratiquement impossible. On s'absente pas une après-midi. C'est tout de suite très stressant, et l'exemple qu'on doit donner aux autres salariés, tel que on peut pas s'absenter, on peut pas dire qu'on n'est pas là. Donc oui, choisir sa profession en fonction de la famille qu'on souhaite créer, c'est important, sachant que il y a plein de métiers très intéressants.
Et monter une entreprise, ça peut être aussi la monter à son rythme et pas forcément la monter en 2 minutes à 25 ans. Et si tu devais refaire, est-ce que tu voilà, on te dit bah t'as 20 ans, 21 ans, j'adorerais. C'est-à-dire que tu referais la même chose ou tu monterais une boîte pour être justement plus présente et que c'est moins de prendre la tête, surtout parce que c'est aussi la charge mentale, c'est pas que les enfants. Oui. Si je devais le refaire avec les possibilités que j'avais aussi, parce que bon, j'avais fait une école de commerce, l'ISG à l'époque, c'est pas non plus HEC, mais je le ferais autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, je garderais cette partie un peu post-études à l'étranger, parce que je pense que j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris aussi sur la chance qu'on a en France d'avoir un beau pays, d'avoir ces belles régions, d'avoir cette météo qui est extraordinaire. À Hong Kong, j'avais quand même des moments de tempête, de cyclone, où je devais rester cloîtrée chez moi. Et c'est seulement en le vivant qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Donc c'est important aussi d'être bien dans ses baskets. Et donc je garderai cette partie internationale, mais sur la partie professionnelle et sur le rythme de vie, j'aurais allégé un petit peu, oui. J'allégerais un petit peu. C'est-à-dire que je serais plutôt dans l'entrepreneuriat, voilà, soit dans le conseil ou en freelance, en fonction des possibilités que j'ai et de l'économie du moment, parce qu'on peut pas non plus dire il faut que tu fasses une entreprise. Sûr. Si on a 0 argent de côté, on peut pas non plus monter une boîte comme ça. Mais travailler en freelance, c'est une option qui se présente aux jeunes en ce moment. Je trouve ça pas mal, franchement. Ça faisait combien de temps que tu avais dans l'idée de monter ta boîte ? J'ai toujours eu envie de monter ma boîte. J'avais monté une société en fait quand mon fils avait 2 ans. Et j'ai pas pu la faire perdurer. J'ai dû la céder parce qu'il a eu des petits problèmes de santé. Mais cette idée en fait de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une activité professionnelle très vaste et très variée. C'est-à-dire qu'on s'occupe à la fois de la communication, du marketing, du commercial. Là, on est en train de faire de la communication un peu ensemble. Et puis, malgré tout, on doit prévoir le business plan, on doit prévoir l'avenir, on doit prévoir où on va, adapter l'offre. Enfin, c'est très complet. Et c'est très intéressant pour tout individu de s'épanouir intellectuellement pendant la journée et de rentrer chez soi et d'avoir appris quelque chose. C'est un peu une renaissance pour toi ? Ouais, vraiment une renaissance. Oui, vraiment, parce que le métier de commercial, en plus, c'est un métier très répétitif. Donc, on a toujours le même discours. Il suffit que vous ayez vu 6 clients dans la journée pour que vous vous entendiez presque raconter la même histoire dans votre tête. Donc, c'est un peu... Le même pitch. Vous arrivez chez vous, vous êtes pas en forme. Et là, je rentre chez moi, j'ai la pêche. Je me dis, ouais, j'y crois, ça va marcher. J'ai appris ça. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui sont des petites entreprises, c'est des artisans, mais qui sont passionnés. Alors voilà, comment tu fais concrètement pour référencer tes artisans, etc. Donc, t'en es où un peu de la construction finalement de tout ça ? Alors pendant 6 mois en amont, j'ai identifié quelques artisans un peu partout en France. J'ai pris contact aussi avec les régions pour n'oublier personne. J'ai même rencontré des investisseurs qui m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit oui, on est passionnés par ton projet, mais il faut absolument que tu nous montres que tu es capable de collecter des abonnés. Donc ça, c'est surtout dans les métiers de e-commerce qui est très compétitif en ce moment, donc il y a des restrictions à ce niveau-là. Donc c'est ce que je fais. Du coup, j'ai eu l'idée de faire un tour de France de l'artisanat. Donc en ce moment, c'est vrai que je suis un peu bloquée sur Paris et j'ai pas envie d'aller les ennuyer dans l'Aveyron, le Lot ou le Tarn-et-Garonne en cette période. Mais dès qu'on a l'autorisation de voyager, j'irai les voir volontiers. Et c'est là où j'aurai des images. J'aurai aussi le contact humain qui est très important avec ces personnes-là, qui sont très peu connectés en fait. Et du coup, voilà, j'ai eu l'idée de faire un tour de France de l'artisanat et j'ai démarré par l'Aveyron, on est passé après sur le Lot, le Tarn-et-Garonne et là je commence le Gers.
Et à chaque fois, j'apprends plein de choses sur l'histoire, sur le patrimoine, sur les villages, sur les recettes, sur le caractère de chacun. Chaque région en France a son petit caractère et ses petites blagues et son petit accent, et j'adore. Ma seule crainte, c'est de pas avoir toujours des grandes portes ouvertes parce que je suis une Parisienne, mais j'espère que voilà, mon écoute et mon intérêt et l'aide que je vais leur apporter sur la partie commerciale va briser la glace. Mais il y a encore des petites glaces à briser. Bien sûr, c'est normal, mais t'es une apporteuse d'affaires aussi, voilà. C'est important. Et puis surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, malheureusement, et les pertes de chiffre d'affaires atroces que tout le monde a, en tout cas, c'est assez bien pour eux. C'est une belle opportunité. Et puis de faire découvrir aussi leur savoir-faire, et on en revient aujourd'hui au savoir-faire français, etc. C'est totalement dans l'air du temps. Exactement. Totalement. On est les consommateurs, les clients, et je pense qu'il y a à la fois la situation économique, à la fois la situation sanitaire, mais ont vraiment envie d'acheter de manière responsable. Responsable, tout à fait. Donc quand on parle de responsabilité, on parle à la fois de la partie écologie, mais aussi de la partie est-ce qu'on va faire travailler des artisans français, ou est-ce qu'on a envie de faire travailler des artisans chinois. Donc je pense que là la question elle est toute simple. Il faut qu'on arrive à offrir des produits qui soient dans des gammes de prix qui soient accessibles pour les clients qui sont tous d'accord pour acheter français. Ils sont tous d'accord. Après, on a notre code du travail français qui fait qu'on ne peut pas offrir les mêmes prix, certes, mais on offre une qualité. Donc maintenant, on va acheter un produit qui va durer beaucoup plus longtemps. Et on va le garder plus longtemps. Et en plus, il aura une histoire qu'on pourra raconter à nos amis, à notre famille, à tous ceux qui viennent vous voir chez vous. Donc au niveau, les gens ont vraiment envie d'avoir des objets d'art ou pas, mais qui ont une vraie signification. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourra acheter ? Alors vous pourrez acheter des sculptures. Alors souvent des sculptures sur bois, sur pierre, en fonction des sourcings de matière, puisque évidemment en Savoie vous allez avoir des sculptures sur bois, et parce que vous avez du bois, et qu'on souhaite pas, on souhaite promouvoir vraiment les artisans qui respectent l'écologie, de manière à ce que leur sourcing matière se passe autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils achètent le bois à moins de 20 km. Après, par exemple, dans le Tarn-et-Garonne, vous avez des céramistes qui utilisent parfois beaucoup d'eau, et ça peut être à proximité des 4000 km de cours d'eau qu'il y a dans le Tarn-et-Garonne. Super tendance la céramique en ce moment. Oui, il y en a beaucoup. Oui. C'est vrai qu'il y en a énormément. J'avoue que dans ma recherche, j'espère qu'on va trouver des marchés à l'export, parce qu'en France, je pense que là, il y en a beaucoup. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Mais, alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Donc, de la céramique, tu m'as dit des sculptures. Des sculptures. Alors, de l'art de la table, en général, c'est la verrerie. Il y a des souffleurs de verre, encore en France. Magnifique. Et des femmes aussi, d'ailleurs. Donc, ce serait intéressant que vous en parliez ultérieurement, parce que ça m'a toujours impressionné, des femmes qui font ce type de métier. C'est très sportif, hein. Et puis on travaille quand même à proximité de fours qui sont à 1200 degrés. Donc l'art de la table, linge de maison. Et puis j'ai aussi associé tout ce qui est mobilier fait avec des objets de récupération, donc recyclés. Mobilier, il y a du métal, tout ce qui est en métal, il y a des sculpteurs sur métal aussi. Et puis toute une partie bien-être, parce que je voulais vraiment faire un panel de l'art de vivre, lifestyle. Donc la française, elle aime aussi les huiles essentielles, s'occuper, prendre soin d'elle, tout simplement, choisir des cosmétiques bio. Le care, ah oui, bien sûr. Et puis des bougies qui sont faites à la cire d'abeille, et non des bougies qui vont vous intoxiquer les poumons, et voilà. Donc voilà, que des produits faits à la main, ou faits en tout cas localement, et qui sont soit bio, soit écologiques. Est-ce que le fait d'acheter responsable, ça coûte pas plus cher ?
Ça coûte plus cher, mais d'abord, quand c'est des cosmétiques, c'est meilleur pour la santé. On a envie d'avoir une bonne santé, on n'a pas envie forcément à 50 ans d'avoir un cancer de la peau. Enfin, on va pas parler de drame, mais enfin, ça arrive quand même. Et puis, quand on parle de sculpture, de déco, on a envie d'avoir des objets qui ont une histoire, qui font partie d'un patrimoine aussi régional. Il y a beaucoup d'associations en ce moment qui s'occupent du patrimoine français. Et je pense que la France, dans le monde, sera toujours une pépite, de toute façon. Toujours une pépite dont tout le monde rêve. Et n'importe quelle personne dans le monde, vous lui parlez de la France, il a les yeux écarquillés et des étoiles dans les yeux. Et nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est là dans notre quotidien. Mais la française et le français, car le français est très, très populaire aussi, très galant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on en dit là-bas. Très galant, très romantique. Très romantique. Ça nous fait bien rire. Bah oui. Mais enfin, on a une image qui est excellente de la France. On a une très belle image. Après, quand on s'intéresse de plus près, l'homme est plus tellement galant. Mais c'est un autre débat, mais effectivement. Tout se perd. Tu me disais que, donc avec le Covid, effectivement, bon, on s'est bien rendu compte que y a plein de gens qui finalement ont ou vont changer de métier et se sont rendus compte qu'il fallait peut-être pouvoir travailler de chez soi, etc. Et tu me disais qu'il y avait des formations ou qu'on revenait un peu à l'artisanat français dans notre pays. Je te laisse nous en parler. Oui, merci. Oui, effectivement, les gens, à la fois les gens et à la fois les entreprises se sont rendus compte qu'en télétravail, on arrivait à des résultats qui étaient plutôt bons. Les salariés, je pense, ont réalisé que le stress en entreprise et le fait d'être physiquement en entreprise peut provoquer des stress supplémentaires et que finalement, en télétravail, on arrivait, bon, déjà avec peut-être trois quarts d'heure, une heure et demie de moins de transport par jour, ce qui est stressant pour un être humain. Et en plus, il se rend compte qu'il est beaucoup plus efficace quand il n'a pas Monsieur Dupont ou Monsieur Durand qui vient lui dire comment ça va. Et parfois, la hiérarchie qui tout simplement peut être stressante parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on doit dire, ce qu'on doit répondre. Et puis voilà, des urgences pour des réunions. La France est un pays où la réunionnite aiguë est très importante. Donc parfois les gens sont même jamais à leur bureau. Tout ça pour dire que on se rend compte que à distance on peut travailler et que au milieu du Perche ou au milieu de l'Aquitaine où on a une maison où la possibilité de louer à distance, en tout cas en pleine campagne ou dans la nature, on peut avoir une vie professionnelle à distance et aussi peut-être pour certains créer un atelier dans l'artisanat. C'est très tendance, mais c'est aussi très intéressant parce que vous faites des métiers manuels. Le métier manuel, c'est-à-dire qu'il a toujours été dévalorisé il y a pas mal d'années. On en revient maintenant et on le considère beaucoup mieux. Mais moi, je sais qu'il y a 25 ans, les métiers manuels, c'était vraiment... c'était quand ton papa était ferronnier, tu faisais ferronnier. Mais à aucun moment, une Parisienne pouvait aller se lancer ferronnière au milieu de nulle part. Et le métier manuel a une grande qualité pour un être humain, c'est d'accomplir quelque chose dans sa journée. Et de l'accomplir, c'est un peu comme... dans un chantier, c'est des métiers où à la fin de la journée, ça y est, j'ai sculpté. C'est concret, c'est là, c'est sur la table. Ouais. Je l'ai sculpté, c'est beau. Bon, ça, je dois l'améliorer, mais voilà, j'ai enfin accompli quelque chose. Et tous les jours, il se passe quelque chose au niveau manuel. Donc ça, c'est très important parce que je pense qu'on perd beaucoup confiance en soi quand on est salarié et quand on est corrigé par sa hiérarchie en permanence. Et on se demande finalement si on est capable de quoi que ce soit. Surtout quand on est une femme et qu'on rentre à la maison et qu'on a une deuxième journée derrière soi, qu'on commence la deuxième journée avec les enfants. Et du coup, voilà, on a une fatigue parfois psychologique et de confiance en soi qui fait que je préconise l'artisanat pour ça. Il y a beaucoup de formations qui sont à disposition de tous. Vous avez beaucoup de réseaux sociaux qui s'en occupent, notamment Atelier d'avenir, et qui vous proposent les formations dans tous les domaines. Et à vous de choisir celui qui vous intéresse. Mais sachez que vous pouvez maintenant
vous installer dans une maison plus confortable que dans un appartement à Paris et prendre un métier qui vous convienne et qui vous permette d'aménager aussi vos horaires. C'est possible. C'est très intéressant. Quand est-ce que tu penses que ton site internet va sortir ? Écoute, j'espère qu'il va sortir en octobre. Tout est prêt, le business plan, les artisans. Bon, pour l'instant, j'ai pas fini mon tour de France, mais j'ai quand même identifié les artisans pour la majeure partie des régions. Et puis voilà, j'ai juste besoin de séduire mes investisseurs. Voilà. Mais j'espère que ça ne saurait tarder. Voilà, ça devrait aller. Merci Stéphanie. Écoute, on a été ravis de te recevoir. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et à toutes et à tous, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt sur le podcast Inspire de la Woman Society. Douce France,